Bonsoir Monsieur Bessonnet. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Bonsoir. On vous remercie très chaleureusement déjà pour votre présence et pour votre déplacement. Donc pour vous présenter brièvement, Monsieur Bessonnet est cofondateur et secrétaire général du Cercle Aristote, spécialiste de la Russie, au sujet de laquelle vous intervenez régulièrement, que cela soit dans le cadre du Cercle Aristote ou tout simplement au cours de vos interventions dans différents médias. Vous êtes également traducteur de la langue russe, et en particulier du président Poutine, dont les discours ont été traduits par vos soins et publiés aux éditions Jean-Cyril Godefroy, donc en différents tomes. Donc je précise, il existe donc 2 tomes de Poutine par lui-même, sortis respectivement en 2021 et 2022. Le premier retraçant les discours de Poutine à travers son parcours, notamment depuis la chute de l'Union soviétique jusqu'à sa prise du pouvoir, et le second s'attachant plus particulièrement à l'exercice du dit pouvoir. Et un troisième volume sorti en 2022 également, qui s'intitule Russie-Ukraine, deux peuples frères, qui donc, lui, s'attache plus particulièrement au discours de M. Poutine au sujet de la relation entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est avec un grand honneur et un grand plaisir que nous allons maintenant vous écouter, à l'occasion d'un état des lieux de la situation politique internationale, en rapport notamment avec les événements liés à la guerre d'Ukraine, ainsi bien sûr que sur la recomposition globale de l'échiquier politique international que ces événements ont impliqué. Donc sans plus attendre, je vous cède la parole. Bonjour tout le monde. Alors, enfin bonsoir maintenant. Effectivement, mon propos, tout d'abord, je vais partir de la situation française et je me demande ce qui s'est passé avec le système politique français, pour que de Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Fabien Roussel et d'autres, tout le monde condamne l'intervention russe en Ukraine. Il faut savoir que même à l'époque de la guerre du Golfe, le Parti communiste à l'époque, dirigé par Georges Marchais, et le Front National de Jean-Marie Le Pen, quoi qu'on pense de ces deux partis, s'étaient opposés à la guerre et avaient même fait des voyages en Irak. Il y avait 2 délégations de chacun de ces partis, avaient rencontré Saddam Hussein à l'époque, sous les condamnations des ligues de vertu et de la presse mainstream de l'époque. Aujourd'hui, vous avez personne dans les partis représentés au Parlement qui ne fait le voyage à Moscou ou qui essaye d'expliquer cette crise. On est dans la condamnation, dans le soutien aux sanctions, et on est dans le soutien aux livraisons d'armes à l'Ukraine. Alors il faut savoir que le pire, c'est quand on voit ça fait voter par des partis à la gauche de notre Assemblée nationale, étant donné que les 12 partis de gauche en Ukraine sont officiellement interdits depuis le mois de mai dernier. Ça va des sociodémocrates jusqu'aux communistes. Les communistes, eux, sont interdits depuis décembre 2015 en Ukraine. On a des lois anticommunistes qui sont parmi les plus répressives au monde en Ukraine. Le simple fait, par exemple, de chanter en groupe et en public, l'international vous expose à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Ce n'est qu'un exemple. Le fait de brandir le drapeau de l'Union soviétique peut vous envoyer en prison aussi, et ça envoie des gens en prison actuellement. Et enfin, vous avez la Fédération des syndicats ukrainiens qui a été perquisitionnée il y a 6 mois et qui est en cours de dissolution par le gouvernement ukrainien. Et d'ailleurs, il est question de lui confisquer ses biens. Voilà à peu près pour le tableau général de ce pays. Et le Parti communiste français, donc, et le Parti socialiste français, soutiennent cet État, qui est un État ouvertement anticommuniste et même antisocialiste. Deuxième chose, qui est encore plus bizarre, c'est que le Parti communiste français soutient les sanctions. Et savez-vous qui figure dans la liste des sanctions de l'Union européenne depuis septembre dernier? Le Parti communiste de la Fédération de Russie.
c'est la première fois historiquement qu'un parti communiste soutient des sanctions contre un autre parti communiste. Après, sauf quand on avait des divergences dans la famille, par exemple entre les Chinois et les Soviétiques, mais là, on a soutenu des sanctions contre un peuple frère. Contre un parti. Les communistes français soutiennent des sanctions contre un parti frère qui est membre observateur du Parti de la gauche européenne, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Quelle folie s'est répandue dans la politique française pour que, aujourd'hui, tout le monde applaudisse à la fermeture de médias russes, par exemple, alors que ceux qui sont nés dans les années 50 doivent se rappeler que dans les années 60, on achetait, par exemple, la revue de l'association France-URSS en kiosque en France. On achetait l'Union soviétique aujourd'hui en kiosque en France. On achetait, bien sûr, on avait l'Humanité, journal qui, jusque dans les années 70, faisait une défense inconditionnelle de l'Union soviétique, qui n'a jamais été interdit pour cela. Il a été interdit pour des questions de guerre d'Algérie, mais jamais sur sa politique de soutien à l'Union soviétique. Pourquoi, aujourd'hui, personne ne réagit quand on interdit RT, quand on interdit et quand on sanctionne le Parti communiste de la Fédération de Russie? Alors, on va vous dire, mais Romain, tu comprends rien. Nous, on a des principes. On respecte le droit international, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale des États et blablabla. Et alors, défendre la souveraineté nationale de l'Ukraine, c'est compliqué comme argument. Parce que l'Ukraine est officiellement depuis février 2014 un État qui est un protectorat officiel de l'Union européenne et des pays de l'OTAN. Il faut savoir que, par exemple, dans les gouvernements qui sont issus donc, du coup d'État de Maïdan, parce que même le nom qui a été donné à ces événements en Ukraine, qui est la révolution de la dignité, Révolucja Gidności en ukrainien, ce nom a été donné à ces événements par l'ambassadeur américain Payat en avril 2014, dans une interview au journal Ukrainska Pravda. Après qu'il ait prononcé ce nom, toute la classe politique ukrainienne va renommer les événements de Euromaïdan, de l'Euromaïdan, en Révolution de la dignité. Et c'est le nom officiel qu'il a pris en Ukraine dans les publications officielles. Donc, après ces événements, que s'est-il passé? On a commencé à nommer des ministres à passeport américain dans les grands ministères ukrainiens. Madame Yaresko, par exemple, citoyenne américaine d'origine ukrainienne, a été nommée ministre de l'économie en 2015. Elle y est restée jusqu'en 2018. Vous aviez des ministres géorgiens, donc des amis de M. Saakachvili, auxquels, pareil, on a donné un décret de naturalisation 1 heure avant de les faire prêter serment comme ministre. Ça a été Mme Skouladze, par exemple, l'ex de M. Raphaël Glucksmann, qui était donc chef de la police en Géorgie, poste duquel elle a dû démissionner parce qu'elle était visée par des enquêtes pour torture contre des opposants à M. Saakachvili. Et ensuite, elle est devenue chef de la police en Ukraine, vice-ministre de l'Intérieur, donc après une naturalisation express. Vous avez eu encore M. Abromavicius, lituanien, qui, donc pareil, a été fait citoyen ukrainien 1 heure avant de prêter serment comme ministre, qui est devenu, si ma mémoire est bonne, ministre des Finances de M. Poroshenko, qui ensuite est devenu le patron de
de Rosabaronprom, c'est-à-dire la société nationale de fabrication d'armes, c'est-à-dire que vous aviez un citoyen de l'OTAN, enfin d'un pays de l'OTAN, qui avait accès à tous les secrets militaires du pays, mais à part ça, c'est un pays souverain. Et enfin, comme c'était trop gros, on a fait partir ce qu'on appelait à l'époque les ministres étrangers. On les a fait partir, ce qu'on appelait les varègues, en référence sous l'histoire russe, en fait, dans les premiers royaumes de Kiev, comme les Kieviens estimaient qu'ils n'étaient pas assez bons pour administrer leur pays, on faisait appel à des hauts fonctionnaires, à l'équivalent de hauts fonctionnaires, donc des royaumes vikings, varègues. Et donc, on a appelé ces ministres étrangers les ministres varègues, en référence à ces personnages du Moyen-Âge ukrainien, enfin du Moyen-Âge russe d'ailleurs. Et comme c'était trop gros, on les a remplacés par encore mieux. C'est-à-dire qu'on va commencer à mettre au point clé de l'économie, du système économique ukrainien, un droit de veto à des fonctionnaires ou à des personnalités étrangères. Ça va donner le fait que, par exemple, dans toutes les grandes entreprises publiques ukrainiennes, vous avez un comité de surveillance. Et ce comité de surveillance, il est composé à moitié de personnalités étrangères, en général, qui ont servi dans les institutions financières internationales, que sont la Banque mondiale, le FMI, enfin, toutes ces institutions qui réussissent à sauver des pays depuis 30 ans, étant donné qu'ils ont participé au déshabillage de l'Argentine, de la quasi-totalité des pays d'Afrique, et de la quasi-totalité aussi des pays latino-américains. Eh bien, par exemple, dans les chemins de fer ukrainiens, vous avez dans le conseil de direction un Canadien, un Britannique, un Turc ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, etc. Pareil dans la compagnie d'électricité, pareil dans toutes les grandes compagnies publiques ukrainiennes. Et puis pour renforcer la chose, au nom de la lutte contre la corruption, c'est toujours pareil, la colonisation se fait toujours au nom du bien et de la civilisation. Nos camarades africains en savent quelque chose. Eh bien, au nom de la lutte contre la corruption, le système judiciaire ukrainien est mis entièrement sous coupe réglée par des agents occidentaux. L'agence, par exemple, l'agence anticorruption ukrainienne a un conseil de surveillance, donc, qui s'appelle le Conseil des experts internationaux, qui a un droit de veto sur toutes les nominations. Ces experts internationaux sont nommés par les ambassadeurs du G7 et par des représentants de la Commission européenne, du FMI et de la Banque mondiale. Pareil, vous avez la même chose dans le système judiciaire ukrainien. La nomination des juges en Ukraine est conditionnée à une autorisation par le Conseil des experts internationaux auprès de l'équivalent du Conseil supérieur de la magistrature ukrainienne. Même chose pour le Conseil d'éthique du Conseil supérieur de la magistrature ukrainienne, c'est-à-dire ceux qui sont chargés des poursuites disciplinaires contre les juges ukrainiens sont des représentants d'États étrangers, dans le cadre du Conseil des experts internationaux. Et actuellement, avant la guerre, M. Zelensky avait essayé de faire adopter sous pression du FMI la nomination d'un Conseil des experts internationaux pour juger de la nomination des juges à la Cour constitutionnelle ukrainienne. Et la Cour constitutionnelle avait invalidé la loi. Eh bien, aujourd'hui, le FMI revient à la charge et exige de l'Ukraine la nomination de ce Conseil des experts internationaux auprès de la Cour constitutionnelle.
Et M. Zelensky va sûrement utiliser l'état de siège donc, qui est en cours en Ukraine et les pouvoirs extraordinaires que ça lui donne pour faire cette réforme et terminer la mise sous coupe réglée de l'intégralité du système judiciaire ukrainien. Un système judiciaire, c'est ce qu'il y a de fondamental dans un État, étant donné que c'est lui qui assure l'effectivité des lois. Vous comprenez bien que si votre système judiciaire est dans des mains étrangères, vous n'avez plus de souveraineté. Ensuite, deuxième question, on nous dit donc la souveraineté ukrainienne est un leurre. La nation ukrainienne est soumise à discussion. Parce que, pour qui connaît l'Ukraine, c'est un pays composite, avec, avant les événements de Maïdan, par exemple, vous aviez le Donbass, qui historiquement est le foyer de la classe ouvrière de toute l'Union soviétique, enfin de tout l'Empire russe avant, puis de toute l'Union soviétique. Il faut savoir que le Donbass, pendant la révolution de février jusqu'à la révolution d'octobre, la moitié de tous les soviets de toute l'Ukraine dans ses frontières en 1991 était dans le Donbass. C'est l'endroit en Ukraine où est née la classe ouvrière. Et c'est même, en fait, là où le parti bolchevique avait ses principaux militants et grands dirigeants, ouvriers. Je ne parle pas des intellectuels. Eh bien, vous aviez cette région-là, et puis, à l'opposé, vous avez la Galicie, qui a été sous l'Empire austro-hongrois et où est né le nationalisme agressif ultra-chauvin que l'on connaît et qui a collaboré avec l'Allemagne hitlérienne pendant la guerre, sous le visage de l'OUN de M. Stepan Bandera. Et ce pays dont on dit habituellement qu'il est coupé en deux, une zone russophone, une zone ukrainophone, il est coupé plutôt en 3, en 4, en 5, parce que vous avez aussi, il n'y a pas que des fractures ethno-linguistiques dans ce pays, aussi des fractures politiques. Pour vous donner un exemple, le Parti communiste ukrainien, quand il était légal, réalisait 40% des votes dans la région de Lugansk. C'était le premier parti de la région. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça qu'on l'interdit. Le parti des régions de M. Yanukovych faisait 70% des voix dans la région de Donetsk, et le Parti communiste faisait 20%. Les partis libéraux, tout confondus, faisaient moins de 10% des voix. Je pourrais vous faire la même chose sur la Crimée, où c'était à peu près le même étiage. La région de Dnipropetrovsk, où là c'était un peu moins clair, mais en tout cas, vous aviez aussi donc des fractures politiques dans ce pays. Et la révolution de Maïdan, qui a suivi tout un tas de secousses politiques entre 2004 et 2014. Pendant 10 ans, en fait, l'Ukraine a connu des soubresauts politiques parce que l'Occident a choisi délibérément de parier sur le nationalisme galicien le plus exacerbé, le plus pur, le plus antisémite, le plus anti-russe. Bref, elle a choisi la branche néo-nazie du nationalisme ukrainien pour créer une guerre civile au sein de l'Ukraine. Et cette guerre civile
a été accompagné par les Occidentaux, a été financé par les Occidentaux, on le sait aujourd'hui. Madame Nuland l'a dit. On a quand même dépensé, je crois que c'était 15 milliards de dollars pour, disait-elle, démocratiser l'Ukraine, en fait pour fasciser l'Ukraine. Il faut savoir que c'est à l'ambassade américaine qu'a eu lieu l'accord politique en 2013 entre le parti Svoboda, c'est-à-dire le parti néo-nazi ukrainien, et les deux partis libéraux pro-occidentaux, Batkovщина et le parti de M. Klitschko, qui est le parti pro-allemand en Ukraine à l'époque. Ces trois partis, eh bien, ont fait un accord qui a été scellé dans l'ambassade américaine. Donc, vous voyez, le conflit, les origines du conflit ne sont pas aussi claires qu'on vous en parle à la télévision. Alors, ce conflit, il a des conséquences, effectivement, qui vont au-delà des frontières ukrainiennes. Et c'est de ça, je pense, qu'on va devoir parler. Parce que l'impérialisme, il lui arrive pas souvent de se tirer une balle dans le pied, mais là, il l'a fait. Donc, selon l'adage de Lénine, ils nous vendront la corde avec laquelle on les pendra. Eh bien, c'est à peu près ce qui s'est passé, étant donné que la plus grande erreur géostratégique qu'aient fait les pays impérialistes occidentaux depuis au moins une cinquantaine d'années, c'est d'avoir saisi et mis sous sanction les avoirs de la Banque centrale russe dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans les grands pays occidentaux. Parce que derrière, tous les pays qui ont une position géopolitique ou une démocratie sujette à caution, appelons ça, comme par exemple les Saoudiens, mais même aussi les Indiens, se sont dit « Oh là, maintenant, il est plus bon confier son argent aux Occidentaux ». Et cela a provoqué un début de ce que l'ancien patron de l'OMC, Pascal Lamy, et son compère, l'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers, ont appelé le fractionnement du monde. Ce que nous, on pourrait appeler la démondialisation. Ça a mis un coup d'accélérateur à ça, parce que aujourd'hui, vous avez tout un tas de pays, je pense notamment à l'Arabie Saoudite, je pense à la Chine, bien sûr, à l'Inde, qui disent l'euro, le dollar sont des monnaies toxiques. Parce que moi, justement, question de souveraineté, je ne veux pas que ma politique étrangère soit soumise à une décision d'un fonctionnaire à Washington ou à Bruxelles. Et cela a donné un coup de fouet à un mouvement qu'on appelait la dédollarisation. Et surtout, ça a eu un deuxième effet, c'est que cette dédollarisation s'est accompagnée d'une dé-euroisation. C'est-à-dire qu'avant, la dédollarisation, c'était je baisse mes avoirs en dollars, mais je les augmente en euros. Et maintenant, c'est j'ai plus d'avoirs en euros du tout. Par exemple, les Indiens, c'est à peu près... C'est fascinant de regarder ça. Et je baisse mes avoirs en dollars. Et donc, le monde est en train de se recomposer actuellement sous nos yeux. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez l'Égypte du maréchal Abdel Fattah al-Sisi qui a décidé de sortir des obligations d'État en yuan chinois. Je crois pour 900 millions de yuan. Pourquoi ? Parce que M. al-Sisi veut continuer d'acheter son blé aux Russes et qu'il ne veut pas tomber sous le coup des sanctions américaines. Et en plus, ces yuan, ce n'est pas les Chinois qui vont les lui donner, ce sont ses alliés saoudiens, parce que les Saoudiens demandent aux Chinois de leur régler une partie de leur pétrole en yuan depuis maintenant le mois de mai dernier.
Donc vous avez toute une partie du monde qui est en train de s'organiser pour ne plus dépendre des flux financiers occidentaux. On pourrait dire aussi, par exemple, que l'Inde règle... alors l'Inde, pour rejoindre la problématique énergétique que l'on voyait précédemment, l'Inde produit énormément de son électricité en charbon. Et son charbon vient en partie de Russie, même de plus en plus, depuis les sanctions. Et Forbes a sorti un article au mois de juillet dernier où ils ont réussi à retracer comment les Indiens payaient leur charbon russe. 10% en euros, les 90% restants étant en yuan chinois et en dirham des Émirats arabes unis. Vous pouvez mettre ça sur à peu près toutes les matières premières que les Indiens achètent aux Russes, mais qui vont acheter aussi aux Chinois, mais qui vont acheter aussi à d'autres pays du Grand Sud, parce qu'ils ne veulent plus devoir avoir à rendre des comptes aux puissances occidentales. Donc, quand notre ministre de l'économie, d'ailleurs, je crois que c'était aujourd'hui, Bruno Le Maire, a dit « Écoutez, on ne peut pas imposer nos sanctions aux pays qui n'en veulent pas », mais on va les convaincre parce que la guerre en Ukraine est une guerre mondiale. Ah bon ? Ah bon ? Je vous rappelle que c'est le même Bruno Le Maire qui disait en mars dernier que les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis allaient mettre à genoux l'économie russe. Alors, l'économie russe n'est pas à genoux. Il suffit de regarder. L'économie russe n'est pas à genoux. La Russie est passée en semi-économie de guerre, c'est vrai. D'ailleurs, grâce à l'héritage que lui a laissé l'Union soviétique, étant donné que si la Russie peut produire autant de munitions qu'elle en dépense actuellement, et tous les experts militaires disent qu'elle en dépense énormément, et que nous, occidentaux, nous ne pouvons pas suivre, c'est parce que le régime russe, dans sa sagesse, on va dire ça comme ça, a maintenu un certain nombre de dispositions de l'époque soviétique, notamment des plans de conversion d'économie qui font que, par exemple, des usines russes qui fabriquent habituellement, je ne sais pas moi, des tuyaux par exemple, ou des isolateurs pour les pylônes électriques, aujourd'hui ils fabriquent des pièces pour fabriquer des canons ou des chars. Voilà. Ça, en France, par exemple, on a été complètement dépossédé depuis les années 90. Voilà. La Russie a maintenu ça en se disant au cas où. Pareil, la Russie tient parce que il y a une grande unité dans la politique russe sur le fait que cette guerre est légitime. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu un seul des arguments que l'Occident donne percer dans l'opinion publique russe, même si on a ces sommets de la démocratie que sont Radio Free Europe, Euroradio, etc. Je vous rappelle que Radio Free Europe, quand même, est cité par LCI abondamment comme étant une source autorisée, etc. Quand même, c'est une chaîne de radio-télévision financée directement par le Congrès américain. C'est vrai que ça en fait un média hautement indépendant. Eh bien, aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas mis l'économie russe à genoux et que un nouveau monde est en train d'accoucher dans lequel les Occidentaux n'ont plus le monopole
de l'arme financière, ils n'ont plus le monopole de l'arme économique, et on va assister à des bouleversements, je pense, dans les prochaines années, parce que les Américains sont hors d'eux de voir que, par exemple, Mohammed Ben Salman, prince d'Arabie Saoudite, peut leur dire « Bah écoutez, si je veux acheter mon pétrole en yuan, je l'achète si je veux vendre mon pétrole en yuan, je le vends en yuan. Allez vous faire voir. Si je veux ne pas augmenter mes quotas de production pétrolière dans le cadre de l'OPEP, ben je ne les augmenterai pas. Et donc je ne mettrai pas la Russie à genoux. » D'ailleurs, c'est une grande différence avec ce qu'on a connu dans les années 80. C'est que l'Arabie Saoudite ne participe pas au déshabillage, à la guerre économique lancée contre la Russie, contrairement à l'époque de la guerre en Afghanistan, dans les années 80. Et puis, le prince Mohammed Ben Salman dit à ses amis américains, écoutez, si j'ai envie de rétablir mes relations diplomatiques avec l'Iran et d'avoir des relations économiques normales avec ce pays, ça ne vous regarde pas. Et ça, c'est fait sous les auspices de la Chine. C'est un événement considérable dans la géopolitique mondiale. Contre les États-Unis et Israël, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont rétabli des relations normales, sous les auspices de la Chine, qui s'est affirmée comme puissance mondiale. De plus, la Chine a dit, quelques mois avant la guerre, puis maintenant l'affirme et le réaffirme, l'OTAN est un facteur de guerre dans le monde. La Chine ne l'avait jamais dit auparavant. Aujourd'hui, elle le dit. Et c'est la position officielle du secrétaire général Xi Jinping. Et deuxièmement, et enfin, pour terminer, la Chine est en train de mettre en place son plan Industrie 2030 qui veut en faire un pays complètement souverain économiquement à cette horizon-là. Et croyez-moi, ils sont en train d'y mettre les moyens. Donc, le monde est en train de changer. Et pour la première fois depuis 1990, les Américains se voient contester leur leadership mondial. Ça, à cause de la guerre en Ukraine, à cause de l'obstination des Russes à ne plus accepter le saccage, la guerre terroriste que menait le gouvernement néo-nazi et anticommuniste ukrainien contre le peuple du Donbass. Et c'est dû aussi au fait que la Russie, la Chine et ceux qu'on appelle les grands émergents ont décidé que ça suffit. Le leadership américain du monde est terminé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Nous allons passer donc aux questions. Merci de vous manifester pour que je vous passe le micro. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais une question sur le rapport entre la République populaire de Chine et la Russie, notamment sur la question du respect de l'intégrité territoriale. Il me semble que la Chine, au travers du plan de paix qu'elle a proposé pour la résolution du conflit en Ukraine, et notamment aussi au travers de différentes interventions d'officiels de la diplomatie chinoise, a affirmé et réaffirmé son attachement au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, et notamment de l'Ukraine, et même qu'elle ne s'opposait pas à une restitution de la Crimée à l'Ukraine. Alors, quelle analyse vous auriez de cette position de la Chine vis-à-vis de la Russie, et potentiellement aussi en lien avec la question taïwanaise? Merci. Alors, très bonne question. La première, c'est que la question du respect de l'intégrité territoriale, qui était le point, je crois, 2 du plan en 12 points des Chinois, a une deuxième question
à laquelle il n'est pas répondu dans le plan, c'est dans quelle frontière? Parce que pour les Russes, aujourd'hui, il y a des territoires qui sont des nouveaux territoires russes qui ont fait l'objet de ce que eux considèrent comme une restitution par référendum. Et donc cette question, elle est avec un point d'interrogation. Sur quelle frontière? Les officiels chinois sont d'ailleurs pas tous d'accord entre eux. Il faut se rappeler que Lou Shaye, par exemple, l'ambassadeur chinois en France, qui est un poids lourd au sein du parti, il fait partie du clan des proches parmi les proches du secrétaire général Xi Jinping, a dit que les frontières de l'Union, enfin des pays de l'Union soviétique, sont pas aussi stables que ça. Et c'est toujours le problème, d'ailleurs, quand on transforme des frontières administratives en frontières politiques. Donc, sur le principe, les deux pays sont d'accord. Ensuite, reste la question de l'application. Sur le fait de Taïwan, ta question est très pertinente parce que c'est bizarre. Les mêmes médias occidentaux, les mêmes hommes politiques occidentaux qui nous disent respect de l'intégrité territoriale, respect de la souveraineté nationale, respect des frontières, sont les premiers à dire que si la Chine intervenait à Taïwan, ce serait une agression contre son voisin. Ah bon? En 1964, nous avons reconnu la République populaire de Chine par ce grand communiste qui était le général de Gaulle, dans ses frontières, incluant Taïwan, et Hong Kong et Macao, à l'époque. Donc il faut savoir, c'est noir, c'est blanc. Soit on reconnaît Taïwan comme étant partie du territoire de la République populaire de Chine, et dans ces cas-là, si la Chine intervient à Taïwan, c'est une affaire intérieure, soit on dit que Taïwan est indépendant, et dans ces cas-là, il faut qu'on rompe nos relations diplomatiques avec la République populaire. Il n'y a pas de demi-mesure. Or, là, on vous dit... Alors, le spécialiste, d'ailleurs, comment dire ça, du double langage donc, occidental, M. Nicolas Tenzer, vous explique qu'en fait, il y a deux choses. Il y a la souveraineté des États et la souveraineté des démocraties. Alors, ça, en fait, ça veut vous dire deux choses. C'est qu'en fait, le droit international, tel que nous le voyons, enfin, tel que le voit l'Occident, eh bien, en fait, ce n'est pas le droit international. Écoutez bien. C'est l'ordre international régi par les règles. C'est le mantra de M. Biden, par exemple. L'ordre international régi par les règles, les Chinois et les Russes demandent derrière, mais qui établit les règles? Eh bien, c'est nous. Et donc, effectivement, vous avez des États de deuxième classe et des États de première classe dans l'ordre international régi par les règles. Les États de première classe, ce sont ceux que l'on estime être des démocraties avancées, etc., comme par exemple l'Ukraine, dont je vous dis que 12 partis politiques sont interdits, que 5 chaînes de télévision ont été fermées par décret présidentiel en 2021, et dans lequel le chef de l'opposition, juste avant la guerre, en fait, était sous sanction de son propre gouvernement. Ça, c'est une démocratie. Et puis, vous avez donc les États de deuxième... Donc, eux, on doit leur respecter les frontières, l'intégrité territoriale, etc. Et puis, vous avez les États de seconde classe, ceux qui ne sont pas les démocraties, comme la Chine, comme la Corée du Nord, comme le Venezuela. Et eux, alors là, on a le droit d'intervenir chez eux, de modifier les frontières, de changer les gouvernements. Je vous rappelle, ceux qui font la leçon aux Russes, c'est-à-dire le gouvernement des États-Unis, sont intervenus, ont changé le gouvernement dans au moins une dizaine de pays. De Grenade à Panama, Grenade 1983, Panama 1990.
Irak, Afghanistan, pas de problème. Et quand la Russie dit trop c'est trop, on arrête de bombarder les populations au Donbass, je vais intervenir. Ah là, attention, respect de la souveraineté de l'intégrité territoriale. Et quand la Chine dit maintenant arrêtez de pousser Taïwan vers l'irrédentisme, il va falloir que j'intervienne, on dit non, mais là attention, Taïwan c'est chez vous, mais c'est pas vraiment chez vous. Parce que Taïwan, c'est la démocratie. Donc, on n'intervient pas dans la démocratie. Ouais, non, oui, mais vous avez reconnu en 64 pour la France, en 79 pour les États-Unis, que c'était chez moi. Ouais, mais c'est chez vous, mais pas chez vous. Compliqué ? Ben voilà, ces pays-là, en fait, disent maintenant, ce double standard, cette façon de dire, il y a deux types de sujets de droit international. Il y a les membres club qui n'ont pas tous les droits, et les membres prime qui, eux, ont full access, c'est terminé. Et d'ailleurs, vous avez des pays, par exemple, justement, l'Inde a ce type de problème-là. Parce que quand Bruno Le Maire, encore cet après-midi, c'était saisissant, disait que oui, on va pas quand même. On sait que l'Inde contourne les sanctions russes, mais c'est quand même la plus grande démocratie du monde et blablabla. Oui, hein, bon. Il suffirait que demain, tu changes ton fusil d'épaule et que tu dises que l'Inde est occupante au Cachemire. Et puis là, tu lui colles des sanctions. Parce que le statut en droit international du Cachemire, bonne chance de savoir à qui il est entre le Pakistan et l'Inde. Eh bien, là, vous voyez, vous êtes devant, effectivement, une grande difficulté. C'est que l'impérialisme n'a plus les moyens de dire ce qui est à moi, ce qui est à toi est négociable, parce que la Chine est devenue trop puissante. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bessonnet. Ma question est assez simple. On a vu depuis le début du conflit les élans droits de l'homiste et l'usage d'un humanisme de façade dans les médias occidentaux, atlantistes et dans les gouvernements de la même obédience. Que penser de cet usage des valeurs des droits de l'homme et de l'humanisme, soi-disant, de ces instances-là vis-à-vis de ce conflit? Merci. À partir du moment où bombarder un enfant qui parle russe au Donbass n'est pas grave, et que bombarder une caserne en Ukraine est une atteinte aux droits de l'homme, je pense que ça clôt le débat. Je vous rappelle quand même que, pour le coup, Amnesty International avait sorti un rapport très intéressant au mois de juin dernier sur l'usage contraire aux conventions internationales par l'Ukraine de bâtiments civils à des fins militaires. Et donc que ça mettait en danger les civils en Ukraine. Quelle a été la réponse? Vous avez eu M. Bernard-Henri Lévy qui a condamné, condamné Amnesty International. Vous avez la présidente d'Amnesty International Ukraine qui a démissionné de son poste. Vous avez la numéro 2 de Amnesty International Monde qui a dû présenter ses excuses au gouvernement ukrainien. Excusez-moi, on sait que vous êtes les agressés, mais bon, quand même, c'est vraiment pas chic ce que vous faites, mais bon, écoutez, on s'excuse. Ok ? Je n'ai jamais vu ça. Et Amnesty International s'est pris une campagne de presse, de toute la presse occidentale, en disant mais arrêtez de déconner comme ça. Remarquez, ils n'ont plus recommencé. Vous n'avez plus eu une seule ligne d'Amnesty International critiquant l'Ukraine. Tout le monde a compris. Et Human Rights Watch, c'est pareil. Ces organisations, Amnesty International a dû, pendant quelques jours, en fait, oublier qu'ils sont une officine américaine qui a été créée par la CIA contre l'Union soviétique. Je pense que... Voilà. Et ils ont été rappelés à l'ordre.
D'ailleurs, c'est très intéressant, hein. Vous savez que Amnesty International avait sorti en 2017, je crois, un numéro de son magazine. Amnesty International France avait sorti un numéro de son magazine contre la force de frappe française. Hein, parce que c'était une atteinte au droit à la vie. Par contre, sans parler des centaines d'ogives nucléaires américains stationnés en Europe. Ça, c'est la démocratie et les droits de l'homme. Donc, voilà. L'argument des droits de l'homme, actuellement, hormis dans la gauche... Non, j'aime pas dire la gauche, parce que... Hormis dans la bonne conscience progressiste de Saint-Germain-des-Prés, ça ne convainc plus personne. Voilà. Surtout que vous allez voir, les droits de l'homme vont encore en prendre un coup parce que au mois d'août, il y aura le sommet des BRICS à Johannesburg et Vladimir Poutine sera présent. Et il ne sera pas arrêté. Et il n'ira pas devant le tribunal international. Enfin, il n'ira pas devant la CPI. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, le seul parti qui demande l'arrestation de Vladimir Poutine, en Afrique du Sud, c'est l'Action démocratique, c'est-à-dire les descendants du parti pro-apartheid. Voilà. Alors que l'ANC et le FF, les deux partis qui ont lutté contre l'apartheid, eux, sont pour la visite de Vladimir Poutine et disent que son arrestation sera un scandale. Et disent que d'ailleurs, la guerre russo-ukrainienne est une guerre de l'impérialisme occidental contre la Russie. Voilà. Merci, M. Bessonnet. J'ai une question, mais elle est très précise et très débattue, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. C'est, est-ce que vous pensez que les Russes ont explosé leur propre gazoduc ? Je plaisante, mais c'est lié en réalité. Vous avez montré l'incidence qu'a eu ce conflit géopolitique, enfin le conflit ukrainien et la nouvelle géopolitique mondiale qui s'en est suivie sur l'Occident. Est-ce que vous pouvez aller plus dans le détail sur les incidences en France et notamment en Allemagne? C'est pour ça que j'y viens, parce que j'ai l'impression que les Allemands sont plus directement touchés par ce qui se passe encore que la France. Et est-ce que les élites allemandes, qui parfois sont un peu plus pragmatiques que les françaises, vont au final arrêter de jouer au jeu des Américains? Alors, premièrement, l'Allemagne actuelle est une colonie américaine. Donc, on n'a jamais... Enfin, il est rare qu'une colonie se révolte... Enfin, que l'élite dans une colonie se révolte contre la métropole. C'est excessivement rare. En général, c'est le peuple qui se soulève et les élites suivent. Et je ne vois pas de traces actuellement de révolte de la population allemande, hormis d'ailleurs, c'est très bizarre, mais c'est ainsi. Enfin, bizarre, c'est pas bizarre. C'est très significatif. Quand vous regardez tous les sondages faits en Allemagne actuellement, le sentiment pro-russe est largement partagé en Allemagne de l'Est. Vous avez une fracture Est-Ouest qui est monumentale. Hein. L'appui à Poutine et aux Russes est à 40% en Allemagne de l'Est. Il est à 10% en Allemagne de l'Ouest. Hein, donc, quand on vous dit que la réunification a eu lieu, à d'autres. Et deuxièmement, je ne pense pas. Je pense que l'élite allemande est prête à faire souffrir son peuple pour le maintien sous le parapluie américain. C'est clair comme de l'eau de roche pour moi. Ensuite, Nord Stream 2 officiellement... Enfin, il y a eu plusieurs versions officielles. Donc, la version LCI, quand on la revoit aujourd'hui, est vraiment... enfin, je la trouvais risible à l'époque, mais là, maintenant, elle est complètement... donc, vous aviez le général Dorakovlev, comme on le surnomme. Dorak veut dire imbécile en russe. Monsieur Dorakovlev expliquait sur LCI le matin même que c'était les Russes qui avaient fait le coup. Les Russes avaient explosé leur propre gazoduc. Au lieu juste de faire un geste, hein, de fermer le robinet. Vous voyez ? Non mais ce qui montre d'ailleurs le racisme primaire de l'élite
l'élite occidentale, parce qu'en fait, ils sont restés sur le stéréotype de l'époque, de la grande époque du Grand Reich, parce que en fait, vous savez, le peuple russe n'est pas un peuple civilisé européen, un peuple que demi-civilisé, parce que vous avez une partie chez lui en fait qui est mélangée à des Asiatiques et des Mongols, donc ce sont pas des gens normaux, quoi. Donc voilà, donc vous savez, hein, donc voilà, donc le Russe en fait, au lieu d'éteindre son robinet, ben il fait un trou dans sa canalisation, vous voyez, voilà. Donc voilà, ça c'est la plomberie russe, d'après le général Yakovlev, Dourakovlev. Et puis ensuite vous avez alors la deuxième version, c'était on ne sait pas, mais il y a un truc que c'est sûr, c'est pas les Occidentaux. Voilà. Après, on a eu la version qui a été, quand vous avez Seymour Hersh, un grand journaliste américain, qui a sorti la thèse selon laquelle c'est la CIA qui avait fait le coup, avec donc des sources, etc. On a dit, bon, lui, c'est un vieux fou. Voilà. 2, il doit être sûrement il doit être manipulé par les Russes. 2. Et 3, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que l'Amérique est un pays où la transparence règne, et donc l'État américain ne ferait jamais ça. Tout comme l'État américain, d'ailleurs, n'a jamais assassiné un Premier ministre iranien, M. Mossadegh, comme elle n'a pas assassiné le président du Guatemala, Arbenz, comme elle n'a pas assassiné le président Allende, hein, dont on sait très bien qu'il est mort soit d'un suicide, soit d'un accident en nettoyant sa Kalachnikov. Voilà. Hein? Donc... donc voilà. Et maintenant, en fait, la nouvelle thèse, alors qui annule les précédentes, c'est que en fait, les services secrets ukrainiens, dont je ne savais pas qu'ils avaient une technicité pareille, en fait, ont loué un voilier à Rostock, en Allemagne de l'Est, d'ailleurs, et sont allés donc ont envoyé 2 plongeurs pour faire sauter le Nord Stream 2. Et il y a des gens qui gobent ça. Enfin, officiellement, parce qu'il faut être professionnel quoi, pour gober un truc pareil. Donc voilà la nouvelle version officielle qu'on vous sert. Voilà. Donc, d'ailleurs... non contents de faire ça, les Ukrainiens sont en train d'essayer de faire sauter le Turkish Stream, par contre. Hein, vous avez eu 2 attaques contre des navires russes qui surveillent, bien sûr, ce gazoduc comme le lait sur le feu. Et les Ukrainiens, officiellement, leur ont envoyé des drones maritimes dessus. Et ces drones ont été interceptés par les Russes. Mais... voilà, on sait qu'ils essayent, en fait, bon, ces drones, bizarrement, ne sont pas de fabrication ukrainienne, pensez-vous, hein, ils sont de fabrication britannique, comme c'est bizarre. Et c'est pas le MI6 qui essaye de faire péter le Turkish Stream, pas du tout. Voilà. Donc voilà. Donc, non, je pense que l'Allemagne, effectivement, aurait tout intérêt à rétablir de bonnes relations avec les Russes. Parce que pour l'Allemagne, vis-à-vis de l'Allemagne, enfin de l'Europe en général et de l'Allemagne en particulier, la Russie jouait le rôle qu'a le Canada vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire c'est son pourvoyeur de matières premières et de produits semi-finis pour son industrie à pas cher. Et là, elle se retrouve avec des problèmes de compétitivité qui fait que, par exemple, l'industrie chimique allemande est en train de se délocaliser massivement en zone dollar actuellement. Une partie au Canada, une partie aux États-Unis. Pourquoi? Parce que gaz cher, quand c'est 50 à 60% du prix de revient de votre produit, c'est un problème. Et dernière chose, et là c'est cette relation, je dirais, fournisseur-industrie, eh bien, la Russie est en train de la réorienter vers la Chine, où effectivement,
le pari des Allemands, quand ils avaient sous Schröder, ça avait été justement de faire qu'on va mettre la Russie sous une complémentarité économique avec l'Union européenne pour éviter qu'elle le fasse avec la Chine. Et là, maintenant, c'est mort. Et par exemple aujourd'hui, selon les statistiques des chemins de fer russes, les lignes de train de marchandises entre la Russie, enfin entre la partie européenne et la partie asiatique de la Russie sont utilisées à 100%. Et voire même dans certains cas à 110-120%. C'est-à-dire qu'ils diminuent en fait des circulations de trains de voyageurs pour faire passer plus de trains de marchandises. Voilà. Et les Russes construisent plusieurs gazoducs sous-financement, enfin cofinancés par les Chinois actuellement. Et enfin, il y a la question de l'Inde. L'Inde est aussi un très gros partenaire. Il faut savoir que l'Inde est depuis l'été dernier le premier investisseur étranger dans l'économie russe. Le premier. Et le Premier ministre Modi est en train de mettre en place un plan pour encore augmenter ça. Voilà. Bonjour Monsieur Bessonnet, merci beaucoup pour votre intervention. Ma question est double et plutôt sur le sujet de la Chine dans cette histoire. On craint énormément que ça pète en mer de Chine, tout bêtement. Nombre de commentateurs vous disent non, c'est pas possible parce que la Chine n'a pas les capacités de produire les munitions nécessaires à affronter les États-Unis dans une guerre de ce type. Est-ce que son plan d'industrialisation à l'horizon 2030, enfin déjà quelle est la véracité de ce genre de propos qui paraissent un petit peu hasardeux quand même, est-ce que le plan d'industrialisation de la Chine à l'horizon 2030 est là aussi pour pallier ça, est-ce que la Chine s'appuie sur la Russie pour l'aider dans ce genre de choses? Et la deuxième partie de ma question, c'est lors de la visite de M. Macron en Chine, il y a eu un accord qui a été, enfin une déclaration commune qui a été signée entre les deux dirigeants, qui quand même revenait sur a priori pas mal de positions très pro-états-uniennes de la France, et voire même commencer à avoir des partenariats industriels assez forts avec la Chine, dont la construction d'une ligne de production de la 320, de l'Airbus A320. Est-ce que définitivement on est des baltringues? Alors, premièrement, tu as dit un truc qui est une insulte en langage diplomatique, c'est Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, en fait, sa position vis-à-vis d'un pays change suivant l'heure de la journée. Voilà, il peut vous dire à 10h que Taïwan est une partie intégrante du territoire de la Chine, et à 11h05, vous dire que la France défendra toujours la démocratie à Taïwan aux côtés de ses alliés américains. Voilà. Donc, Emmanuel Macron est une insulte en langage diplomatique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est plus pris au téléphone par Vladimir Poutine depuis au moins 8 mois. Voilà. Et c'est pas faute d'essayer, hein, je peux vous dire. Voilà, mais le Kremlin a dit, ben, c'est très simple, reviens quand tu auras une position un peu stable sur le sujet. Enfin, quand toi, tu seras stable déjà. Parce que c'est ce qu'on appelle le syndrome colombien. Bref. Hein, d'ailleurs, c'est un point commun qu'il a avec Zelensky, étant donné que, d'après un rapport de police qui avait fuité dans l'équivalent ukrainien de Mediapart, mais qui là est un Mediapart sérieux et en plus russophone, strana.ua, d'ailleurs, qui après cet article, bizarrement, en fait, le site a été fermé par décret présidentiel, c'est bizarre. Zelensky, donc, dans un rapport de police, on indiquait qu'il tournait à 100 grammes de coke par semaine. Voilà. C'est son achat hebdomadaire en la matière. Voilà. Donc, et je pense que ça n'a pas dû s'améliorer, là, pour le coup. Hein. Donc, voilà.
Donc, pour continuer, j'ai perdu le fil. Alors, oui, donc, sur les... Deuxièmement, la question donc, des capacités de la Chine. Premièrement, c'est comme sur la Russie. Quand nos experts de plateau télé, les généraux de plateau télé qui ont remplacé les docteurs de plateau télé, comme ça, il y a toujours une continuité. Quand les généraux de plateau télé disaient la Russie sera à court de munitions dans 3 mois, puis dans 4 mois, puis dans 6 mois, puis dans 8 mois, en fait, vous savez, la Russie comme la Chine sont des pays qui sont bien administrés et dans lesquels il y a un truc qui s'appelle le secret d'État. Et en Russie, et moi, dès le début de la guerre, j'ai toujours dit, je ne connais pas, et personne ne connaît les capacités de production de l'industrie militaire russe parce que c'est un truc qui est ultra secret défense. Il n'y a que 3 personnes qui le savent en Russie, et c'est un truc qui est en papier, avec des copies à numéros, et si ça sortait un jour, je peux vous dire que la personne qui serait responsable de ça aurait des gros problèmes. Voilà, pour ne pas dire plus. Bah là, c'est pareil. En Chine, les capacités de l'industrie militaire chinoise, personne ne les connaît. L'officier qui a dû toute sa carrière à son entre-gens auprès de généraux américains et qui a terminé cire-pompe à l'état-major de l'OTAN, qui sur un plateau de télé vous dit « Moi, je connais les capacités de l'industrie militaire chinoise », est une baltringue. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Alors après, on peut faire des plans sur la comète et dire que peut-être que moi, je pense que effectivement, j'ai de très gros doutes sur le fait que la Chine fasse une invasion de Taïwan. Par contre, ce qui est très probable, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la géographie, c'est que la Chine mette en place un blocus de Taïwan pour les amener à la raison. Et notamment en disant que les États-Unis et les Occidentaux font du trafic d'armes à Taïwan, ce qui est vrai. Taïwan n'est pas un État reconnu. Donc, dans le cadre des conventions internationales, on a interdiction de lui livrer des armes. Il faut savoir. On ne peut livrer des armes qu'à un État. Donc, tout pays qui livre des armes à Taïwan est un pays qui fait du trafic d'armes international. Tout comme quand les Ukrainiens donnent des armes qu'on leur a fournies à des milices qui vont faire des actions sur le territoire russe, d'ailleurs milices qui sont démocratiques, gay-friendly et tout ce que vous voulez, à tel point que la plupart, en fait, ont fait de la prison en Russie pour crimes racistes ou ce genre de choses, parce qu'il faut regarder les pédigrés quand même. Eh bien, quand on livre des armes, quand les Ukrainiens prennent des armes qu'on leur a données, enfin qu'on leur a données, vendues plutôt, parce que en fait elles sont vendues à crédit, mais prennent des armes qu'on leur a vendues et les donnent à cette milice qui va faire des attaques sur le territoire russe, c'est du trafic d'armes. Les Ukrainiens signent des certificats de destination finale quand on leur donne des armes. Et sur ce certificat, il est marqué qu'elles ne sont destinées à un usage que par les forces armées ukrainiennes. Voilà. Donc, l'Ukraine est un trafiquant d'armes. Les États-Unis sont un trafiquant d'armes, parce qu'ils livrent des armes à Taïwan. Et donc, sur cette base-là, les Chinois seraient très bien... auraient tous les fondements du monde pour dire, maintenant, tout bateau qui va à Taïwan devra avoir une inspection sur le continent chinois pour s'assurer qu'il n'y a pas de trafic d'armes à l'intérieur. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est le scénario le plus probable. Bonsoir Monsieur Bessonnet, Bonsoir. merci pour votre conférence. Face à la transformation du monde que vous avez présentée, quelle réaction américaine vous prévoyez ou anticipez ? Est-ce qu'ils vont plutôt aller dans la surenchère, par exemple en accélérant sur le dossier taïwanais ou
éventuellement en prévoyant des livraisons d'armes nucléaires en Ukraine ou des assassinats politiques, ou vraiment voilà, jouer le va-tout, ou est-ce que vous les voyez plutôt aller dans un retrait progressif ou provisoire qui rentre un petit peu, qui s'occupe de l'ordre américain avant de s'occuper de l'ordre géopolitique? Merci. Alors, tu auras une réponse aux prochaines élections américaines. Je pense, franchement. Aujourd'hui, effectivement, si Biden était assuré d'être réélu, je peux te dire que les néoconservateurs seraient en roue libre. Et là, l'hypothèse, effectivement, serait d'une confrontation majeure parce que pour les néoconservateurs, le fait que l'Amérique ne soit plus la première puissance mondiale est insupportable, est une menace pour la démocratie dans le monde. C'est comme ça qu'ils le formulent. Toutefois, quand même, on voit bien que on assiste en fait actuellement, et je pense que ça montre la dégénérescence en fait de l'élite américaine, c'est que la grande école diplomatique américaine, qui avait donné par exemple des personnes comme Kissinger par exemple, ou comme Kissinger, ou comme Adlai Stevenson, et bien cette grande école diplomatique américaine a été prise en main par les néoconservateurs à la fin des années 80 sous Reagan. Et aujourd'hui, on en voit les fruits. C'est-à-dire que vous n'avez plus personne au sein du département d'État qui est capable de penser le monde en termes d'État-nation et en termes de diplomatie et de négociation. Ils sont toujours dans vous êtes avec nous ou contre nous, dans la diplomatie du cow-boy et du western. Et ça, actuellement, l'exemple de l'Arabie Saoudite te montre que c'est un truc qui ne marche plus. Et face au fait que cette méthode ne marche plus, effectivement, il y a deux réactions possibles. Soit Biden est réélu, réélu. Donc ça, c'est la en fait, tu as la brejnevisation terminale du système américain, parce que là même Tchernenko paraissait plus vif. Et donc là, effectivement, l'État américain va partir en roue libre, et je pense qu'il y a une partie de l'État profond américain qui va penser que maintenant, ça suffit, enough is enough, et on va commencer à reprendre les bonnes vieilles méthodes, c'est-à-dire que vous allez avoir des dirigeants dans la planète qui vont avoir des cancers fulgurants et qui vont avoir des problèmes rénaux et intestinaux. Et l'Amérique va partir dans une politique effectivement de montée des tensions à Taïwan et en Corée, pour ce qui est du front asiatique, et dans toute l'Europe de l'Est pour le reste. Je peux vous dire que moi, dans l'espace post-soviétique, j'ai de très grosses craintes. J'ai des craintes d'un bain de sang dans des pays comme la Moldavie ou la Géorgie, par exemple. Je peux vous dire que c'est des pays que je scrute actuellement comme le lait sur le feu, parce que ce sont des pays dans lesquels les puissances occidentales et les Américains et leurs roquets d'Europe de l'Est sont en train de faire monter les tensions. Donc ça, c'est la première hypothèse. Et puis la deuxième, c'est effectivement l'arrivée d'un président républicain comme Donald Trump, par exemple, qui lui dirait moi l'international, je m'en fiche. L'important, c'est de reconstruire l'Amérique à l'intérieur. Et là, pour le coup, on pourrait être sur une situation, je dirais, de retrait négocié. C'était la politique que Trump avait tenté
au moment de la réunion d'Helsinki avec Poutine en 2019, de mémoire, ou 2020. Et ça s'était terminé par le fait que l'État profond, représenté par M. Bolton, qui est un néoconservateur à 400%, avait fait sauter les négociations qui étaient arrivées à un truc du style je te file l'Ukraine, mais toi tu n'augmentes pas, tu baisses tes livraisons de gaz aux Allemands et aux Russes parce que j'ai besoin de refaire ma balance commerciale. Texto. C'était comme ça que c'était sorti. Je crois que c'était le New York Times qui l'avait sorti. Et Bolton, d'ailleurs, avait fait fuiter ça exprès pour que les néoconservateurs au Congrès fassent pression, et ça a été abandonné. Mais voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, pour moi, les États-Unis sont un baril de poudre. Et effectivement, c'est une bête blessée. Une bête blessée, tu ne sais pas ce qu'elle peut faire. Voilà. Elle peut décider de s'arrêter et de lécher ses plaies, ou elle peut décider de foncer, et puis advienne que pourra. Voilà.